Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une petite présentation de quelques aspects, particularités des propagations des coronavirus et quelques aspects de leur modélisation mathématique. Euh, il s'agit de quelques exemples de simulations qui ont commencé par des questions qu'on s'est posées en 2003 sur la SRAS avec Antoine Danchamp, biologiste et généticien à l'époque à l'Institut Pasteur et actuellement membre de l'Académie des sciences. La question qu'on s'était posée à l'époque, c'était qu'est-ce qui peut arrêter une épidémie? Euh, et ça a l'air de question très simple et tout le monde a des réponses. On peut mettre les gens en quarantaine, on peut les confiner comme actuellement beaucoup de pays confinent leurs ressortissants à travers le monde. Euh, il y a également un concept qui est apparu dans la suite à des modélisations, qui est celui de l'immunité de groupe. L'immunité de groupe, ça s'utilise peut-être, voilà, on la connaît surtout pour son utilisation en vaccination. Parce qu'on dit si on vaccine suffisamment de monde, il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas de démarrage de l'épidémie. Euh, Juste un exemple, par exemple sur cette notion d'épidémie et surtout d'immunité de groupe est associée à un nombre clé qui est appelé R0. Le 0 qui est le nombre de contacts que quelqu'un infecté va infecter à son tour avant qu'il soit mis en quarantaine ou isolé ou avant qu'il puisse plus infecter les gens, avant qu'il soit guéri par exemple. Euh, et donc imaginons qu'il y a une épidémie avec R0 égale à 2. Bon, et qu'on a vacciné la moitié de la population. Alors, s'il y en a, je sais pas, 10 infectés ou une centaine d'infectés qui arrivent dans une population, chaque personne infectée, bah, avant qu'elle soit guérie, elle aura le temps d'infecter deux autres personnes. Bah, vu que les 50% sont déjà vaccinés, sur les deux qu'elle pourra infecter, quelqu'un est déjà immunisé. Donc, elle pourra infecter seulement une autre personne. Et donc finalement, l'épidémie va jamais prendre, va jamais démarrer parce que le nombre de personnes infectées ne peut pas croître. Ça va en fait diminuer au fur et à mesure. Et donc c'est bon. Pour une épidémie ayant ce nombre de R0 égale à 2, alors 50% de vaccinés, c'est bon. Euh, et on peut faire les mêmes calculs pour la SRAS 2020, par exemple. Qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on n'obtient pas la même chose. En fait, il y a des scientifiques de Royaume-Uni qui ont calculé, et puis je peux vérifier ces calculs, c'est assez facile. C'est un modèle qu'on va discuter bientôt. Euh, et donc, sur la strasse, c'est 80%. Et il faut 80%. En fait, la taille de l'épidémie, ça va être 80%. Ça veut dire 80% des personnes auront l'épidémie avant qu'elle s'arrête d'elle-même. C'est ça qui dit l'immunité du groupe. En fait, tout le monde ne sera pas infecté. Mais c'est pas acceptable d'avoir 80% de personnes infectées, pardon, euh, surtout qui a une létalité importante. Euh, En 2003 aussi, le nombre correspondant à l'épidémie de SRAS 2003, c'était trop grand. Et c'était trop grand, donc les questions qu'on s'était posées, ben, comment et pourquoi l'épidémie s'est arrêtée. Il y a eu par exemple le cas de Hong Kong où il y a eu quand même une épidémie avec beaucoup d'infectés. Et puis dans une province chinoise qui n'est pas très loin, Guangdong, une épidémie très peu sévère, pas beaucoup de cas. Et on s'est demandé mais qu'est-ce que ça a pu l'arrêter? C'est pas sûr que c'est exclusivement dû aux mesures prises. Donc le papier qu'on a publié suite à ces questionnements, c'est celui qui est indiqué en bleu. Et donc c'était pas l'immunité du groupe. Et alors quoi? L'idée d'Antoine Danchamp, c'était la suivante. En fait, ça part d'une base génétique. Les virus, les coronavirus sont des virus, sont virus à ARN. Ils ont un ARN assez long. Il y a 30 000 bases. Euh,
qui est plus long que les autres virus connus, enfin usuels. Et il y en a beaucoup d'endroits où ces virus peuvent muter. Leur mutation, elle n'est pas extraordinaire, mais quand même, elle existe. Et puis, en particulier, à travers ces mutations, ils peuvent changer de tropisme. Ça peut passer d'une tropisme pulmonaire, qui est celui grave, à une tropisme de type gastro. Ça veut dire qu'elle attaque les cellules de l'estomac à la place des cellules du poumon. Et dans ce cas-là, oui, c'est effectivement moins grave. Et effectivement, à Guangdong, il y a eu une épidémie de gastro préliminaire qui venait avant la SARS 2003. Et donc l'hypothèse, c'était que cette épidémie préalable protège contre le SARS. Parce qu'il se peut que le virus, il se peut que ça soit le même ou un virus similaire, mais l'organisme ayant acquis des défenses immunitaires, ben, il était protégé contre cette gastro et ça l'a aidé à se protéger contre le SARS. Il y a des outils mathématiques qui aident à décider dans ce genre de cas. Est-ce que l'hypothèse est correcte? Est-ce qu'on peut, par exemple, voir qu'elle satisfait, qu'elle reproduit bien les cas observés? Et d'ailleurs, dans le cas de l'épidémie de SRAS, le nombre d'infectés ne suivait pas une courbe avec une bosse, comme on voit assez souvent. Le nombre d'infectés croît et ensuite décroît. C'est le pic de l'épidémie au milieu et puis elle décroît. Là, il y avait deux pics, par exemple. Et ça, c'était pas très bien expliqué par les modèles standards. Et donc, le modèle qu'on a mis en place, en fait, ça montrait une adéquation de prévision du modèle à la propagation réelle. Et donc, on a pu dire cette hypothèse, elle n'est pas contredite par la validation, par le modèle mathématique et les résultats numériques. On fait un peu comme en statistique, hein, parce qu'on est à l'hypothèse H0. On se dit, bah, est-ce qu'on doit en changer? Non, c'est un peu cette vision qu'on a, la statisticienne. Si le numérique contredit pas et puis ça reproduit assez bien, ça donne une prévision assez concordante des chiffres réels, c'est que c'est une hypothèse qui mérite étude future. Juste pour rappeler un tout petit peu, l'épidémie de 2020, c'est une épidémie qui fait suite à celle de SARS 2003 et puis à celle de MERS, donc en Orient 2012-2015. Et elle aussi a des particularités. Donc cette validation qu'on a eue mathématique sur le modèle, sur l'hypothèse en 2003, nous a encouragé à voir d'autres particularités de SARS, du coronavirus. Et la particularité, il y en a deux cette année qui nous semblent, ensuite, bon, tout le monde n'est pas d'accord et c'est mieux comme ça, hein, c'est de la recherche, donc c'est des idées. Je ne dis pas que tout est arrêté, mais il nous semblait qu'il y a beaucoup de peu symptomatiques, beaucoup de ce qu'on appelle asymptomatiques, qui transmettent quand même l'épidémie. Donc il y a des gens qui ont très peu de symptômes, qui se rendent à peine compte qu'ils sont malades, et donc à cause de ça, bah, ils transmettent l'épidémie. Et l'autre particularité, c'est que il nous semble qu'il y a une propagation un peu irrégulière. C'est pas la propagation usuelle comme l'épidémie. D'ailleurs, donc Antoine a surveillé la situation dès le mois de décembre. Et à l'époque, même en janvier, l'OMS n'avait pas encore même validé la propagation d'Omicron. Donc c'était manifestement, donc c'est quelque chose qui évolue. C'est juste pour vous rassurer. Ce que je vais vous dire peut-être n'est pas encore validé par l'OMS, mais c'est des affirmations qui changent au cours du temps. Et donc notre hypothèse était la suivante. C'est de la même famille de virus. Donc c'est à nouveau un virus qui peut affecter soit dans une version
plus graves, donc les cellules du poumon, soit dans une version moins grave, par exemple les cellules de l'estomac ou ailleurs. Donc il y a ce qu'on appelle un tropisme différent. Chaque virus a un tropisme associé, attaque certains types de tissus, ben, celui-là il attaque dans sa version grave les tissus pulmonaires. Mais s'il y a d'autres types de tissus attaqués, il y a peut-être d'autres types de propagation. Par exemple, la gastro, on sait bien, elle se propage aussi euh, par tout ce qui est touché, euh, par le, parfois par le toucher des objets. Ça se propage peut-être par l'eau, souillée, etc. Et donc, notre idée, c'était est-ce qu'on peut tester la vraisemblance de ce modèle. Et puis, on a fait ce test en plusieurs endroits. On a fait le test, donc on a construit un modèle qui étudiait, qui étudiait des asymptomatiques et qui étudiait une deuxième voie de propagation par l'environnement ou non. Et puis, on a voulu voir qu'est-ce que ça donne ce modèle sur sur par exemple le cas de Wuhan comparé avec le cas de Hong Kong, comparé avec la France, comparé avec d'autres, avec Singapour peut-être. Euh, et les résultats sont dans le papier qui est en haut de l'écran. Et donc le modèle effectivement se prête bien, il fit bien les données, il reproduit bien les données. Les résultats, c'est que ce qu'on obtient nous, c'est que en fait, il y a beaucoup plus d'asymptomatiques que ça. Il y a un cas d'école qui était sur un bateau Diamond Princess qui était au large du Japon, donc qui a été mis en quarantaine par les Japonais, immobilisé et mis en quarantaine. Et là-bas, donc, il y a eu à peu près 20% de personnes infectées, moitié symptomatiques, moitié asymptomatiques. Donc, les asymptomatiques existent bien. Euh, Ensuite, nous, dans notre modèle, il nous dit qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus, peut-être 10 fois plus, peut-être 50 fois plus que les asymptomatiques. Ça, il reste à évaluer déjà. Si on se met d'accord que c'est pas 1 et 1, c'est déjà bien. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une deuxième voie de propagation ouverte, probablement à Wuhan. Donc, c'est une accélération de la propagation de ces produits là-bas, alors qu'au Singapour et à Hong Kong, non. On n'a pas vu cela. Ce type de propagation, c'est pas nouveau. Donc, ça, c'est apparu déjà en 2003 dans un complexe immobilier qui s'appelle Emerald Garden. Il y avait une propagation par l'eau qui a été établie. Et donc, c'est pas une propagation de marbre, hein. Donc, le modèle, effectivement, nous valide ces particularités. Il nous dit, oui, c'est effectivement possible. Bien sûr, ensuite, ça doit être soutenu par des faits. Le fait qu'il y a un tropisme différent, au début, c'était pas étudié. Et vers la fin, enfin, on espère que c'est la fin. Mais quand on a avancé, quand l'épidémie a avancé, on a vu de plus en plus de rapports cliniques par exemple, de cas de diarrhée acute, ça veut dire qu'effectivement les cellules peuvent attaquer l'estomac, par exemple. Mais dans ces cas-là, ça n'évolue pas vers une insuffisance respiratoire, enfin, sauf si elle y est déjà. Euh, et donc, ça reste quand même assez souvent des cas avec une issue positive. Euh, et le futur, le futur, ça commence maintenant, comme disent beaucoup, on est en confinement. Et comment on se protège après confinement? Parce qu'est-ce que si on décide que voilà le confinement est fini, est-ce que ça veut dire que l'épidémie est finie? Ça dépend. Ça dépend parce que ça se trouve l'épidémie est finie en France, mais il peut y avoir une contamination extérieure. Est-ce que ça repart pour un tour? Ça serait pas très génial. Et donc, ce sont des questions importantes. Est-ce qu'au-delà d'un horizon de quelques mois,
est-ce que ça va revenir l'année prochaine? En fait, nous, on avait dit dès 2007, c'est avec un titre qui quand même était explicite, donc est-ce que ça, c'est un alarm clock, ça veut dire est-ce que c'est un signal d'alarme? Euh, on ne pouvait pas être plus explicite, donc on s'était dit ça va revenir. Effectivement, c'est revenu en 2012, c'est revenu en 2019. Euh, Ça serait vraiment de la chance que ça revienne plus jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, c'est là que à nouveau le point de vue de Antoine Danchamp me semble très utile. Le virus n'est pas le même en 2003, 2012, 2015 et qu'en 2019. Il évolue, et donc c'est la génétique du virus. Euh, Est-ce que par exemple, il va être plus méchant ou moins méchant? En fait, les virus ont tendance à s'adapter parce qu'ils n'ont pas intérêt à tuer l'autre. Donc, eux, ils essaient d'avoir une certaine létalité qui soit pas trop grande, en fait, aussi petite que possible, mais tout en étant très transmissible. Parfois, dans son adéquation, il arrive à avoir des formes très virulentes, mais qui sont létales, et ça s'arrête. Un virus de ce type-là, ça s'arrête parce que les gens ne peuvent plus le transmettre. Et donc, c'est avec un temps d'achat, on regarde de choses de ce type. Euh, une petite, euh, euh, une petite mise en, un petit avertissement. Donc, effectivement, les données sont pas toujours très fiables. Donc, prédire, ça reste un exercice difficile. Euh, et il y a des questions. Il y a des questions statistiques sur la fiabilité aux données, sur comment on tire des conclusions sur des modèles exponentiels où il y a quand même une toute petite erreur au début, ben, c'est une propagation complètement différente. Par exemple, sur le R0 qui peut être égal à 2, par exemple, pour cette épidémie de coronavirus, il se trouve qu'il est 4, il se trouve qu'il est 0,5, c'est pas du tout pareil. Si c'est moins de 1, il n'y a même pas d'épidémie. Si c'est 1,5, c'est pas pareil que si c'est 2. Donc, sur un système en expansion exponentielle, la fiabilité compte beaucoup. Il y a une autre question. Est-ce que, par exemple, la chaleur va arrêter l'épidémie? Alors on se dit, oui, bah, on sort de grippe, donc bon, le froid, c'est favorable. Bon, déjà, c'est pas une sorte de grippe, et puis ensuite, c'est pas automatique. Les coronavirus sont pas tous arrêtés par la chaleur. Donc l'épidémie au Moyen-Orient en 2012-2015, c'est des pays où on sait très bien, il fait pas très froid, hein. Donc le MERS, au contraire, la chaleur, il était favorable. Au contraire, pour celui-ci de cette année, la chaleur semble défavorable. Il semble que la température de propagation optimale soit autour de 8-9 degrés. Et donc, on l'espère, ça va effectivement passer bientôt. Je vous remercie pour votre attention.